La nuit tombe. Peu à peu, le ciel se remplit de petits points lumineux, des centaines, des milliers même. À l'œil nu, on distingue les étoiles les plus proches, celles qui percent la lumière des villes et l'épaisseur de l'atmosphère. Et depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers le ciel en se disant que ces étoiles-là sont peut-être des soleils. Des soleils très lointains, et autour d'un soleil, de notre soleil, il y a des planètes. La Terre, Mars, Jupiter, Saturne et d'autres. Alors si notre soleil possède des planètes, les autres étoiles en ont-elles aussi? Et si oui, combien? Il y a tellement de planètes dans l'univers qu'on pourrait passer une vie entière à les compter sans jamais arriver au bout. Et rien que d'y penser, ça me donne soif. Alors, avant de continuer ce voyage, petite pause hydratation. Et pour ça, heureusement que j'ai avec moi les produits Oli. Oli vous propose un tas de soft drinks, une alternative sans sucre, pratique et moins chère aux boissons traditionnelles. Ça se présente comme ça, à l'intérieur de ces petites boîtes, vous avez des sachets, donc il y a de la poudre Oli à l'intérieur avec plein de goûts différents. Donc ici par exemple c'est pour les milkshakes, mais vous avez aussi par exemple la gamme Oli Energy. Là par exemple on a des fruits jaunes, donc avec ananas, fruit de la passion, mangue. Là on a orange framboise, qui a l'air super bon d'ailleurs. Ici strawberry shark, donc avec de la fraise à l'intérieur, ça a l'air très stylé aussi. Pour ceux qui sont pas trop milkshake ou gamme énergie, vous avez aussi les iced tea. Là on a mangue, fruit de la passion et black tea. Donc celui-là aussi, moi j'aime trop les mangues et de toute façon les fruits jaunes comme ça. Pêche et black tea, bref, il y a des goûts très stylés. Bon puis c'est très simple, vous mettez juste ce sachet dans une gourde, hop. Ensuite vous ajoutez un peu d'eau, vous refermez, vous secouez et votre boisson est prête. En plus dans la gourde il y a un moyen de porter la gourde, c'est cool. On va tester ça. C'est validé. C'est très bon. Premier degré, c'est très bon. Je vous l'ai pas dit, mais il y a aussi la gamme hydration. Ça, c'est pour bien s'hydrater avec ces fortes chaleurs actuellement. Là-dedans, vous avez des électrolytes et des minéraux. La gamme énergie, c'est pour un bon coup de boost grâce à la Nucaf et aux vitamines qu'il y a à l'intérieur. La Nucaf, c'est une forme de caféine micro-encapsulée. Concrètement, une partie de la caféine est libérée progressivement dans l'organisme, ce qui permet d'obtenir une énergie plus stable dans le temps, plutôt qu'un gros pic suivi d'un gros coup de fatigue. La gamme Esti, c'est plus pour remplacer les sodas bourrés en sucre, c'est riche en vitamine C et en fibres. Et la gamme Milkshake, c'est pour une pause un peu gourmande, mais sans sucre. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mon gros coup de cœur, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est surtout la gamme Esti, avec pêche et thé noir. C'est top quand j'ai envie d'une boisson, mais que je veux pas forcément de gazeux ou du sucré. Et en plus, c'est sans taurine, avec des arômes et colorants naturels. Ils m'ont envoyé aussi ce thermo shaker, mais sur leur site, vous avez plein de coloris et de designs différents. Et pour célébrer la Coupe du Monde, justement, Oli propose actuellement des shakers aux couleurs de l'équipe de France. Ça, c'est plutôt stylé. Et si vous ne savez pas encore quelle gamme prendre, Oli propose un starter set de luxe. Il inclut 57 sachets de toutes les gammes et un shaker en plus. Et avec mon code ZEBROLOS, vous avez 10% de réduction sur votre commande. Pour ça, vous pouvez passer par mon lien en description ou alors en scannant ce QR code juste ici. Je vous remettrai le lien en commentaire épinglé en plus. Merci à Oli d'aider cette chaîne de vulgarisation scientifique. Merci de sponsoriser cette vidéo. Et sur ce, sans transition, on est parti. Qu'y a-t-il tout au bout de l'univers? Quand on était enfant, on s'est probablement tous posé cette question au moins une fois. Si l'univers est immense, est-ce qu'il finit quelque part? Et si oui, qu'est-ce qu'il y a après? Parce qu'au fond, notre cerveau fonctionne toujours un peu de la même manière. Quand on voit quelque chose, on imagine instinctivement une limite, une fin, un moment où ça s'arrête. Une forêt finit par laisser place à autre chose. Une route se termine. Même la Terre, qui nous paraît gigantesque à notre échelle, possède une surface bien définie. Donc forcément, quand on pense à l'univers entier, notre intuition applique exactement la même logique. On imagine une sorte d'espace gigantesque, puis on se demande presque automatiquement ce qu'il y a derrière. Comme si le cosmos devait forcément être contenu dans quelque chose de plus grand encore. Et cette idée paraît totalement normale, parce qu'on vit dans un monde où tout semble exister à l'intérieur d'autre chose. Une chambre dans une maison dans une ville, une planète dans un système solaire. Donc notre cerveau cherche toujours le niveau suivant. Le contenant du contenant. Mais justement, le problème commence ici. Parce qu'en cosmologie moderne, l'univers ne ressemble probablement à rien de ce qu'on connaît dans notre expérience quotidienne. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête pendant tout ce sujet-là. Notre intuition fonctionne très bien pour survivre sur Terre, elle fonctionne très bien pour comprendre des objets, des distances humaines, des mouvements simples, mais dès qu'on commence à parler de milliards d'années-lumière, d'espace qui peut lui-même se dilater ou de régions du cosmos qui deviennent définitivement inaccessibles à cause de l'expansion de l'univers, notre cerveau commence complètement à perdre ses repères. Et plus les physiciens ont étudié le cosmos, plus ils se sont rendus compte que certaines idées qui paraissent évidentes à notre échelle
deviennent parfois totalement fausses à l'échelle cosmique. Par exemple, quand on imagine une frontière, on suppose presque automatiquement qu'il existe quelque chose derrière cette frontière. S'il y a un mur, alors il doit forcément y avoir une pièce derrière. Mais justement, en cosmologie, cette logique n'est peut-être même pas valable. L'univers pourrait ne pas être dans quelque chose. Et ça, c'est probablement l'une des idées les plus difficiles à accepter intuitivement. Parce qu'on cherche toujours un extérieur, un espace autour de l'espace lui-même. Comme si le cosmos devait forcément flotter quelque part. Mais la relativité générale change complètement cette manière de voir les choses. Dans les modèles modernes, l'espace n'est pas juste un vide immobile, dans lequel les galaxies se déplacent tranquillement. L'espace fait lui-même partie du système physique. Il peut se courber, se déformer, s'étendre avec le temps. Autrement dit, demander ce qu'il y a au-delà de l'univers peut parfois devenir aussi étrange que demander ce qu'il y a plus au nord que le pôle Nord. La question semble logique au départ, mais elle suppose peut-être quelque chose qui n'existe pas réellement. Et c'est là que le sujet devient vraiment fascinant. Parce qu'aujourd'hui, on sait déjà que l'univers observable dépasse complètement ce que notre cerveau est capable de représenter naturellement. La lumière de certaines galaxies a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. Certaines structures cosmiques s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Et malgré cette immensité déjà presque impossible à imaginer, la partie visible pourrait ne représenter qu'une fraction minuscule du cosmos total. Donc paradoxalement, plus la science progresse, plus l'idée d'un bout de l'univers devient difficile à définir clairement. Et pourtant, cette question continue de fasciner absolument tout le monde. Parce qu'au fond, elle touche quelque chose de très profond dans notre manière de comprendre le réel. On veut savoir si l'univers possède une limite physique, si cette limite peut être atteinte, s'il existe quelque chose au-delà. Ou si, au contraire, le cosmos n'a peut-être ni bord ni extérieur au sens habituel du terme. C'est précisément ce qui rend ce sujet aussi passionnant, parce qu'il nous oblige à aller jusqu'aux limites de la cosmologie moderne, mais aussi jusqu'aux limites de notre propre imagination. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne parle pas ici de science-fiction. Toutes ces questions sont étudiées sérieusement par des physiciens, des cosmologistes et des astrophysiciens. On utilise des satellites, des télescopes géants, des modèles mathématiques extrêmement précis pour essayer de comprendre la structure réelle du cosmos. Parce qu'aujourd'hui, on sait mesurer l'expansion de l'univers. On sait observer la lumière la plus ancienne jamais détectée. On sait cartographier des milliards de galaxies. Et malgré ça, énormément de questions fondamentales restent ouvertes. L'univers est-il infini ? Possède-t-il une forme particulière ? Existe-t-il réellement quelque chose au-delà de l'univers observable ? Et surtout, est-ce que le bout de l'univers existe réellement ? Et est-ce que cette idée vient simplement du fait que notre cerveau essaie d'appliquer au cosmos des intuitions qui ne fonctionnent plus du tout à cette échelle ? Alors, on va partir de ce que nous pouvons réellement observer aujourd'hui. On va voir comment les scientifiques définissent l'univers observable. Pourquoi certaines régions du cosmos sont déjà définitivement hors d'atteinte. Et comment l'expansion de l'espace change complètement notre idée d'une frontière cosmique. Et puis, progressivement, on avancera vers des questions beaucoup plus profondes, sur la géométrie de l'univers, l'idée d'infini, les limites de l'information et même certaines théories modernes qui suggèrent que notre univers observable pourrait n'être qu'une toute petite partie d'une structure beaucoup plus vaste. Alors, quand on parle du bout de l'univers, il faut déjà comprendre qu'en réalité, il existe une première limite très concrète. Autrement dit, la partie du cosmos dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le début de l'histoire de l'univers. Même cette idée est déjà extrêmement contre-intuitive, parce qu'instinctivement, on pourrait se dire quelque chose d'assez simple. Si l'univers a environ 13,8 milliards d'années, alors on devrait pouvoir voir à une distance maximale de 13,8 milliards d'années-lumière. Ça paraît logique. La vitesse possède une limite finie, donc elle ne peut pas parcourir plus de distance que l'âge de l'univers lui-même. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ce qu'on observe. Le rayon de l'univers observable n'est pas de 13,8 milliards d'années-lumière. Il est d'environ 46 milliards d'années-lumière. Et là, immédiatement, quelque chose paraît bizarre. Comment est-ce possible de voir plus loin que la distance que la lumière aurait théoriquement eu le temps de parcourir ? Est-ce que ça veut dire que la lumière a voyagé plus vite que prévu ? Qu'il existe une erreur dans les calculs ? En fait, non. Le problème vient surtout du fait que notre cerveau imagine naturellement l'espace comme quelque chose de fixe. Comme une immense scène immobile dans laquelle les galaxies se déplaceraient. Mais justement, l'univers ne fonctionne pas comme ça.
Depuis les travaux d'Einstein et le développement de la relativité générale, on sait que l'espace lui-même peut évoluer. Et surtout, il peut s'étendre. Ça, c'est probablement l'une des découvertes les plus importantes de toute la cosmologie moderne. Les galaxies ne s'éloignent pas simplement les unes des autres, parce qu'elles traversent un espace vide, comme des projectiles. C'est l'espace lui-même qui se dilate entre elles. Et ça change absolument tout. Imagine par exemple que tu dessines plusieurs points sur un ballon de baudruche. Quand le ballon gonfle, les points s'éloignent les uns des autres. Non pas parce qu'ils bougent sur le caoutchouc, mais parce que la surface elle-même s'étire. Eh bien, l'expansion cosmique fonctionne à peu près de cette manière-là. Et pendant que la lumière voyage à travers l'univers, l'espace continue lui aussi de s'étendre. Donc une galaxie qui a émis sa lumière il y a 13 milliards d'années se trouve aujourd'hui beaucoup plus loin qu'au moment où cette lumière a commencé son voyage. Et c'est précisément pour ça que le rayon observable atteint environ 46 milliards d'années-lumière aujourd'hui. La lumière a voyagé pendant 13,8 milliards d'années, oui, mais pendant tout ce temps, l'espace entre nous et la région observée a continué de grandir. Cette idée est extrêmement difficile à visualiser intuitivement, parce qu'on a tendance à imaginer les distances comme quelque chose de stable, alors qu'à l'échelle cosmologique, les distances évoluent constamment avec le temps. Et plus les objets sont éloignés, plus cet effet devient important. D'ailleurs, c'est justement comme ça qu'on a découvert l'expansion de l'univers au XXe siècle. Quand Edwin Hubble observe les galaxies lointaines, il a remarqué quelque chose de très étrange. Presque toutes semblent s'éloigner de nous. Et plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent vite. Alors attention, ça ne veut pas dire que la Terre est au centre de l'univers, pas du tout. C'est simplement une conséquence de l'expansion générale de l'espace. Peu importe l'endroit où on se placerait dans le cosmos, on observerait exactement le même phénomène. Et cette découverte a complètement changé notre vision de l'univers. Parce qu'avant ça, beaucoup de scientifiques, et même Einstein, imaginaient un cosmos statique, éternel et immobile. Mais les observations montraient autre chose. L'univers évolue, il grandit. Et si on remonte le temps, au sens inverse, toute la matière observable se retrouve progressivement comprimée dans un état beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud. C'est justement ce qui conduit au modèle du Big Bang. Donc déjà ici, avant même de parler d'un éventuel bout de l'univers, on tombe sur une première limite fondamentale. L'univers observable. Une frontière définie non pas par un mur physique, mais par le temps que la lumière a eu pour voyager jusqu'à nous, depuis le début de l'expansion cosmique. Et ce qui est fascinant, c'est que cette frontière évolue elle aussi avec le temps. C'est simplement la limite actuelle de ce que nous pouvons voir. Simplement, leur lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. Parce qu'au fond, la première grande erreur intuitive consiste à confondre l'univers observable avec l'univers total. Comme si les étoiles, les galaxies et les nébuleuses existaient exactement au moment où on les regarde. Dans la vie quotidienne, quand on voit quelque chose, l'écart entre l'événement et l'image que reçoit notre œil est tellement minuscule qu'il paraît instantané. Parce que dans l'univers, voir loin revient littéralement à regarder dans le passé. Tout commence avec une idée assez simple. La lumière possède une vitesse finie. En une seconde, la lumière pourrait faire plus de 7 fois le tour de la Terre. Mais l'univers est tellement immense que même cette vitesse devient parfois insuffisante. La lumière met environ 1,3 secondes pour voyager entre la Lune et la Terre. Quand on l'observe, on la voit telle qu'elle était, il y a donc 1 seconde. On comprend alors soudainement qu'observer l'espace, ce n'est pas observer le présent de l'univers. Donc quand les astronomes observent une région lointaine, ils la voient telle qu'elle était à une époque où les premières civilisations humaines n'existaient peut-être même pas encore. Certaines galaxies observées aujourd'hui apparaissent telles qu'elles étaient il y a plusieurs milliards d'années, bien avant la formation du Soleil et de la Terre. C'est probablement l'un des aspects les plus fascinants de l'astronomie. Un télescope devient donc une véritable machine à remonter le temps. Mais on peut observer des périodes anciennes du cosmos simplement parce que leur lumière met énormément de temps à nous atteindre. Sur Terre, les géologues utilisent les roches pour reconstruire le passé de la planète. Mais les astronomes, eux, peuvent littéralement regarder directement certaines périodes du passé cosmique. Pendant longtemps, les télescopes ne permettaient d'observer que des galaxies relativement proches. Des instruments comme Hubble ont permis de voir des galaxies extrêmement lointaines, donc extrêmement anciennes aussi. Et James Webb représente probablement l'un des outils les plus impressionnants jamais construits pour observer l'univers ancien. Et ça, c'est essentiel pour observer les premières galaxies du cosmos. Une lumière initialement visible peut finir par devenir infrarouge, après avoir traversé des milliards d'années d'expansion cosmique. Et c'est exactement ce pourquoi James Webb a été conçu.
Certaines découvertes ont surpris énormément de cosmologistes. Autrement dit, l'univers jeune paraît parfois avoir formé des structures complexes plus rapidement que prévu. Parce que chaque fois qu'on observe plus loin, on teste directement nos modèles sur les premières étapes de l'histoire cosmique. Les galaxies proches comme Andromède ressemblent souvent à des structures bien organisées, avec des bras spiraux définis et des populations stellaires relativement stables. On y voit des collisions fréquentes, des régions de formation d'étoiles extrêmement actives et des structures encore instables. Les grandes structures cosmiques étaient encore en train de se former. Et si on remonte encore davantage, on finit par atteindre une limite fondamentale. Donc même avec les télescopes les plus puissants imaginables, il existe une limite au-delà de laquelle nous ne pouvons plus voir directement avec la lumière. Quand on regarde très loin dans l'univers, on remonte progressivement vers des périodes de plus en plus anciennes. Donc forcément, une question finit par apparaître. Jusqu'où peut-on remonter comme ça? Une limite au-delà de laquelle la lumière ne peut plus montrer directement ce qui s'est passé. Parce qu'avant le XXe siècle, beaucoup de scientifiques imaginaient encore un cosmos éternel, immobile, et globalement inchangé. Mais avec le développement de la relativité générale, puis les premières observations cosmologiques modernes, cette vision commence progressivement à s'effondrer. Autrement dit, le jeune univers n'avait absolument rien à voir avec le cosmos actuel. Les étoiles sont séparées par des distances gigantesques, et les galaxies dérivent dans un univers relativement froid. La température atteignait des niveaux gigantesques et surtout, la matière n'existait pas encore sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. L'univers ressemblait plutôt à une immense soupe de particules extrêmement chaudes, un plasma dense rempli de noyaux atomiques, d'électrons libres et de photons. Chaque fois qu'un photon avançait un peu, il entrait presque immédiatement en collision avec une particule chargée avant d'être renvoyé ailleurs. Et ça, c'est exactement important pour comprendre la limite de ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Un peu comme à l'intérieur d'un brouillard extrêmement dense où la lumière est diffusée dans toutes les directions avant de pouvoir avancer réellement. Il aurait vu une sorte de matière lumineuse, uniforme, chaude et opaque. Environ 380 000 ans après le Big Bang, les électrons ont finalement commencé à se combiner avec les noyaux atomiques pour former les premiers atomes stables, principalement de l'hydrogène et l'hélium. Et c'est probablement l'un des moments les plus importants de toute l'histoire cosmique. C'est précisément cette lumière que nous détectons sous la forme du fond diffus cosmologique. Parce que ça veut dire qu'on peut observer une sorte de photographie du cosmos, lorsqu'il était encore extrêmement jeune. Donc le CMB agit un peu comme une surface lumineuse qui marque la limite de notre vision directe. Et ce qui est fascinant, c'est que cette lumière existe partout autour de nous. Résultat, le rayonnement est désormais détecté sous forme de micro-ondes à une température d'environ 2,7 Kelvin, au-dessus du zéro absolu. Dans les années 1960, deux chercheurs américains, Arno Penzias et Robert Wilson, travaillent sur une immense antenne radio et détectent un bruit étrange, présent dans toutes les directions du ciel. Ils vérifient les instruments, cherchent des sources possibles d'interférences, et vont même jusqu'à nettoyer l'antenne parce qu'ils soupçonnent des perturbations causées par des pigeons. Finalement, ils comprennent qu'ils viennent de détecter le fameux rayonnement fossile prédit théoriquement quelques années plus tôt. L'univers portait littéralement la trace observable de son passé chaud et dense. Le satellite Kobe confirme d'abord que le spectre du CMB correspond presque parfaitement aux prédictions du Big Bang. Et surtout, la mission européenne Planck fournit la cartographie la plus détaillée jamais obtenue du jeune univers. Il contient de minuscules variations de température, parfois de seulement quelques millionièmes de degrés, parce qu'elles correspondent aux toutes premières fluctuations de densité dans l'univers primordial. Donc, quand les cosmologistes étudient les détails du fond diffus cosmologique, ils observent en quelque sorte les graines primitives de l'univers actuel. En étudiant cette lumière extrêmement ancienne, nous pouvons reconstruire une partie de l'histoire complète du cosmos. Le fond diffus cosmologique représente le mur le plus lointain que la lumière nous permet d'observer directement. Pas parce qu'il n'existe plus rien, mais simplement parce que l'univers était encore opaque à cette époque-là. Une lumière émise environ 380 000 ans après le Big Bang, au moment où le cosmos devient enfin transparent. Les galaxies n'étaient pas encore formées, les étoiles non plus. Mais le cosmos ne commence évidemment pas soudainement au moment du fond diffus cosmologique. Il marque seulement la limite actuelle de ce que la lumière nous permet d'observer directement. Si on ne voit rien, alors on imagine qu'il n'y a rien.
Avant le fond diffus cosmologique, l'univers existait déjà depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Et plus on remonte vers les premiers instants, plus cette opacité devient extrême. Donc la lumière peut voyager librement pendant des milliards d'années sans rencontrer grand-chose. Toute la matière observable de l'univers était comprimée dans un volume immensément plus petit qu'aujourd'hui. Et chaque fois qu'un photon essayait d'avancer un peu, il entrait presque immédiatement en collision avec une particule chargée, avant d'être renvoyé dans une autre direction. Et ça, c'est précisément ce qui rend cette époque invisible pour nous aujourd'hui. Si la lumière ne peut pas voyager librement, alors aucune image directe n'est possible. On ne peut pas observer directement un univers opaque avec des photons qui ne circulent pas librement. Les particules deviennent si énergétiques que la matière telle qu'on la connaît cesse pratiquement d'exister sous sa forme habituelle. Même les noyaux atomiques finissent par être détruits dans les tout premiers instants. C'est là que la cosmologie devient vraiment fascinante. Dans les premiers instants du cosmos, les forces fondamentales pourraient avoir été unifiées différemment. Et plus on se rapproche du tout début, plus notre compréhension devient incertaine. Les modèles actuels décrivent assez précisément la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la formation des premiers noyaux légers comme l'hydrogène et l'hélium. Mais avant ça, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Les quarks, par exemple, ne sont plus confinés dans des protons ou des neutrons. Mais malgré toutes ces avancées, il existe une limite encore plus profonde. La relativité générale décrit très bien les objets massifs et la gravitation à grande échelle. Mais justement, dans les premiers instants de l'univers, ces deux domaines deviennent inséparables. Et là, nos modèles cessent progressivement de fonctionner correctement. Une théorie capable de décrire simultanément la gravitation et les phénomènes quantiques dans des conditions extrêmes. Mais plus on remonte vers les premières fractions de seconde, plus le brouillard théorique devient épais. Parce qu'on touche ici aux limites même de la physique moderne. Un point où la densité deviendrait infinie et où les lois de la physique cesseraient complètement d'avoir un sens. Et pourtant, les physiciens arrivent quand même à reconstruire une partie de cette histoire invisible. Tout ça fournit des indices indirects sur les conditions présentes dans les premiers instants cosmiques. Les accélérateurs de particules testent certaines conditions extrêmes proches de celles du cosmos primordial. Donc paradoxalement, même si cette époque reste invisible directement, elle n'est pas totalement inaccessible scientifiquement. Parce qu'à un moment, les énergies deviennent tellement extrêmes que nos théories actuelles cessent progressivement d'être fiables. Que s'est-il réellement passé dans les tout premiers instants de l'univers? Une frontière derrière laquelle la lumière ne peut plus nous montrer directement ce qui s'est passé. Parce qu'au fond, toute l'astronomie repose normalement sur l'observation de lumière. C'est précisément là qu'on réalise à quel point la cosmologie moderne est devenue impressionnante. Pas en regardant simplement des images, mais en utilisant un immense ensemble d'indices physiques, de modèles mathématiques et de simulations extrêmement précises. Et l'un des premiers grands outils pour faire ça, c'est la nucléosynthèse primordiale. Dans les premières minutes après le Big Bang, l'univers était encore incroyablement chaud et dense. Et pendant cette période très particulière, certains noyaux atomiques ont commencé à se former. Et ce qui est fascinant, c'est que les proportions de ces éléments dépendent directement des conditions présentes dans le jeune univers. Toutes ces propriétés influencent les réactions nucléaires qui se produisent à ce moment-là. Autrement dit, même si nous ne voyons pas directement cette époque, l'univers actuel conserve encore les traces chimiques de ces premiers instants. Parce que ça veut dire que certaines parties de la cosmologie primitive peuvent être testées expérimentalement. La relativité générale d'Einstein permet de décrire comment l'espace et le temps évoluent sous l'effet de la matière et de l'énergie. Alors attention, évidemment, personne n'écrit simplement quelques équations sur un tableau avant de voir apparaître l'univers complet. Mais les équations permettent de construire des scénarios cohérents, puis de comparer leurs prédictions aux observations réelles. Parce qu'un bon modèle cosmologique ne doit pas seulement expliquer une seule observation. Donc la cosmologie moderne fonctionne un peu comme un gigantesque puzzle où toutes les pièces doivent s'emboîter correctement. Les petites fluctuations du jeune univers évoluent pendant des milliards d'années. C'est précisément pour ça que les simulations cosmologiques sont devenues essentielles. Des projets comme Illustris, Millennium ou Eagle ont complètement transformé notre compréhension de la formation cosmique. Si une simulation produit un univers totalement différent de celui qu'on observe réellement, alors il existe probablement un problème dans les hypothèses utilisées. Et surtout, elles permettent de relier directement les premières fluctuations du jeune univers aux galaxies visibles aujourd'hui. Puis il existe un autre outil encore plus fascinant, parce qu'il pourrait justement permettre d'observer indirectement
des périodes situées avant le fond diffus cosmologique, les ondes gravitationnelles primordiales. Mais les ondes gravitationnelles, elles, interagissent extrêmement faiblement avec la matière. Autrement dit, elles pourraient transporter des informations provenant d'époques totalement invisibles pour la lumière. Parce que si on arrivait à détecter clairement des ondes gravitationnelles primordiales, alors on pourrait obtenir des informations directes sur des périodes extrêmement proches du Big Bang lui-même. Mais plusieurs projets futurs cherchent justement à observer ce fond gravitationnel primordial, parce qu'on pourrait enfin obtenir des informations directes sur une époque actuellement inaccessible à la lumière. Et pourtant, pour comprendre réellement tous ces modèles, il faut accepter une idée encore plus difficile intuitivement. Quand on entend que l'univers est en expansion, on imagine souvent quelque chose d'assez simple. Parce qu'à notre échelle, quand des objets s'éloignent, c'est généralement parce qu'ils se déplacent à travers un espace fixe. Mais justement, en cosmologie moderne, les choses fonctionnent d'une manière beaucoup plus étrange. Parce qu'on n'a absolument aucune expérience quotidienne d'un espace capable de s'étendre lui-même. On peut bouger à l'intérieur, mais on n'imagine jamais que des distances elles-mêmes puissent évoluer spontanément. Cette idée commence vraiment à apparaître au début du XXe siècle, notamment grâce aux équations de la relativité générale Einstein. Comme beaucoup de scientifiques de son époque, il imaginait un cosmos éternel et globalement immobile. Quand on applique la relativité générale à l'univers entier, les solutions naturelles ne donnent pas un cosmos parfaitement stable, à tel point qu'il ajoute artificiellement un terme dans ses équations, la fameuse constante cosmologique, afin de maintenir un univers statique. Dans les années 1920, Edwin Hubble observe les galaxies lointaines et remarque quelque chose d'extrêmement étrange. Autrement dit, leur lumière semble étirée vers des longueurs d'onde plus grandes. Alors attention, il faut bien comprendre ce que ça signifie réellement. Parce qu'une explosion normale possède généralement un centre et se propage dans quelque chose. Et plus un point est éloigné, plus il semble s'éloigner rapidement. Les galaxies restent globalement à leur place locale, mais l'espace entre elles augmente progressivement avec le temps. Mais dans le cas réel de l'univers, cet extérieur n'est peut-être même pas nécessaire. Et ça a été un immense choc pour la cosmologie moderne. Mais à la fin des années 1990, plusieurs équipes observent des supernovas extrêmement lointaines afin de mesurer précisément l'histoire de l'expansion cosmique. Autrement dit, les galaxies lointaines s'éloignent de plus en plus vite avec le temps, parce qu'elles impliquent qu'il existe quelque chose dans l'univers qui agit un peu comme une pression répulsive à très grande échelle. On sait qu'elle semble représenter environ 70% du contenu énergétique total de l'univers, parce qu'aujourd'hui encore, une immense partie de l'univers semble dominée par quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment. Quand on découvre que l'espace lui-même est capable de s'étendre, une conséquence extrêmement étrange apparaît presque immédiatement. Après tout, l'espace paraît immense, oui, mais tant qu'une direction existe, notre intuition suppose qu'on pourrait théoriquement finir par y arriver. C'est probablement l'une des conséquences les plus fascinantes de l'expansion cosmique. On parle d'une limite fondamentale imposée par la structure même de l'univers. Aucune information, aucun signal et aucun objet possédant une masse ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. Mais justement, le problème vient du fait que l'espace continue de s'étendre pendant que cette lumière voyage. Autrement dit, certaines régions s'éloignent tellement rapidement que leur lumière ne pourra jamais nous rattraper. Parce qu'instinctivement, quand on entend qu'une galaxie s'éloigne plus vite que la lumière, on imagine immédiatement une violation de la relativité. Donc oui, deux régions très éloignées de l'univers peuvent voir des distances qui les séparent augmenter plus vite que la lumière, sans violer les lois de la physique. Autrement dit, une frontière qui sépare les régions capables d'échanger de l'information de celles qui ne le pourront jamais. Certaines galaxies suffisamment lointaines émettent encore de la lumière qui peut nous atteindre aujourd'hui, parce qu'elle a été produite il y a très longtemps, mais à une époque où les distances étaient plus petites. Et ça, c'est profondément étrange quand on y pense. Et le plus fou, c'est que ce phénomène est déjà en cours aujourd'hui. Autrement dit, nous recevons encore des images anciennes de certaines régions qui, dans la pratique, sont déjà perdues causalement, parce qu'elles mélangent constamment espace et temps d'une manière que notre cerveau gère très mal. Donc quelque part, le ciel visible contient déjà des régions condamnées à disparaître progressivement de notre horizon observable. Dans un futur extrêmement lointain, les galaxies éloignées finiront progressivement par disparaître du ciel observable, parce que la majorité des autres galaxies deviendront invisibles et causalement inaccessibles.
Parce qu'on imagine souvent la science comme une progression permanente vers davantage de connaissances. Certaines informations disparaîtront progressivement de notre portée, simplement à cause de l'évolution de l'espace. Au-delà de notre horizon cosmologique, il pourrait exister un nombre gigantesque de galaxies, de structures, et peut-être même des régions immensément plus vastes encore. Mais parce que les lois même de la relativité et de l'expansion cosmique imposent une limite fondamentale à ce que nous pouvons voir et atteindre. Parce qu'on réalise soudainement que le cosmos n'est pas seulement immense. Des portions entières de l'univers existent peut-être au-delà de toute interaction possible avec nous. Si certaines régions sont définitivement inaccessibles, alors comment savoir à quoi ressemble réellement l'univers dans sa totalité ? Quand on parle de l'univers observable, il y a une erreur très naturelle que notre cerveau fait presque automatiquement. Après tout, dans la vie quotidienne, notre horizon représente généralement une vraie limite pratique du monde qui nous entoure. Mais évidemment, on sait bien que c'est qu'une illusion liée à notre position sur Terre. Il marque simplement la limite de ce que nous pouvons voir depuis notre point d'observation. Cette limite est extrêmement importante parce qu'en cosmologie moderne, l'univers observable et l'univers total ne sont probablement pas la même chose. Autrement dit, c'est une limite liée au temps, à la vitesse de la lumière et à l'histoire de l'univers. Cette nuance change complètement notre manière de voir les choses. Mais en réalité, ce chiffre décrit seulement la portion visible depuis notre position actuelle dans le cosmos. Et le plus important, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune raison solide de penser que l'univers s'arrête juste là, après notre horizon observable. Mais justement, avant d'aller jusque-là, il faut déjà comprendre pourquoi nous sommes limités à cette petite portion visible. Et ça, honnêtement, c'est une idée très difficile à ressentir intuitivement. Mais en cosmologie, ce qu'on voit dépend énormément de notre position dans l'espace et dans le temps. Certaines régions visibles, pour lui, seraient invisibles pour nous, et inversement. D'ailleurs, plus les cosmologistes étudient la structure globale du cosmos, plus ils arrivent à contraindre la taille minimale de l'univers total. Les observations du fond diffus cosmologique montrent que l'espace observable paraît extrêmement homogène et très proche d'une géométrie plate à grande échelle. Et malgré ça, cette portion visible pourrait n'être qu'un minuscule fragment d'un cosmos beaucoup plus vaste encore. Pas parce que l'univers copierait volontairement certaines structures, mais simplement parce qu'un espace infini permet théoriquement toutes les configurations possibles de matière à très grande échelle. Parce que notre cerveau n'est pas construit pour manipuler ce genre d'échelle. Alors un cosmos potentiellement infini, ça dépasse totalement notre expérience normale du réel. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas observer directement l'univers total. Donc quand les cosmologistes parlent d'un univers potentiellement infini ou immensément vaste, ils extrapolent à partir des données disponibles. Et surtout, la géométrie mesurée du cosmos ne suggère pas l'existence proche d'une frontière physique. À partir du moment où on comprend que l'univers observable n'est probablement qu'une petite partie d'un cosmos beaucoup plus vaste, une nouvelle question apparaît presque immédiatement. C'est ici que les choses deviennent vraiment étranges. Même une planète possède une surface qui donne ensuite sur l'espace. Déjà, première question tout simple, si l'univers possédait une limite physique, dans quoi cette limite existerait-elle ? Et là, notre cerveau entre presque immédiatement dans une boucle étrange. Parce qu'on a énormément de mal à imaginer une frontière sans extérieur. Parce que la relativité générale change complètement notre manière de définir l'espace. Et ça, c'est probablement l'un des points les plus difficiles à accepter intuitivement. Le plus célèbre, c'est probablement celui de la surface terrestre. Pour lui, la surface terrestre pourrait sembler immense et sans fin visible. La surface terrestre est courbée dans une dimension supérieure, observable depuis l'extérieur, alors que l'univers n'a pas forcément besoin d'un extérieur comparable. Or, en géométrie relativiste, ces deux notions peuvent être totalement différentes. Donc déjà ici, notre manière habituelle de penser des objets commence à échouer. Parce qu'en réalité, demander où se trouve le bord de l'univers suppose peut-être une mauvaise question dès le départ. La question semble logique, intuitivement, mais elle suppose des propriétés géométriques, qui ne s'appliquent peut-être pas au cosmos réel. Mais la relativité générale décrit plutôt une structure géométrique globale où espace et temps sont eux-mêmes des propriétés physiques dynamiques. Et surtout, aucune observation moderne ne suggère aujourd'hui l'existence d'une frontière physique proche dans l'univers observable. Au contraire,
plus les observations deviennent précises, plus le cosmos observable paraît homogène à très grande échelle. Donc jusqu'à présent, tout semble indiquer que l'espace continue bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Parce qu'au fond, imaginer un espace sans bord reste extrêmement difficile mentalement. Parce qu'à partir du moment où l'espace peut être fini sans frontières ou potentiellement infini, notre intuition classique commence progressivement à s'effondrer complètement. Parce que dans notre expérience quotidienne, quelque chose de fini possède forcément une limite quelque part. Donc instinctivement, notre cerveau associe toujours deux idées ensemble. Si une chose est finie, alors elle doit forcément posséder un bord. Parce qu'un espace peut parfaitement être fini sans posséder de frontières physiques à atteindre. Pour commencer à comprendre ça, les physiciens utilisent souvent une analogie célèbre, la surface de la Terre. Pour lui, seul l'espace à 2 dimensions de la surface terrestre existerait réellement. Il pourrait avancer encore et encore jusqu'à revenir finalement à son point de départ. Mais malgré ça, elle ne possède pas de frontières à franchir sur sa propre surface, parce que la relativité générale permet justement des géométries où l'espace entier fonctionne un peu de cette manière. Mais cette image permet au moins de comprendre quelque chose de fondamental. Un espace peut posséder une géométrie fermée sans nécessité de bord physique. Parce qu'on commence à comprendre qu'un univers fini ne signifie pas forcément un univers limité par une sorte de mur cosmique. Autrement dit, si l'on voyageait suffisamment longtemps dans une direction donnée, on pourrait théoriquement finir par revenir au point de départ sans jamais rencontrer de frontières. Parce qu'instinctivement, on imagine toujours l'espace comme quelque chose de plat et fini. Mais justement, la relativité générale montre que la géométrie de l'espace dépend du contenu énergétique de l'univers. Pendant longtemps, plusieurs cosmologistes pensaient d'ailleurs que l'univers pourrait être fermé sur lui-même de cette manière. Et dans ce scénario, le cosmos resterait fini, tout en étant sans bord. Mais justement, dans beaucoup de modèles relativistes, cette question n'a peut-être même pas de sens physique réel. Parce qu'on commence naturellement en termes d'objets contenus dans d'autres objets. Et plus les physiciens ont étudié les solutions possibles des équations d'Einstein, plus ils ont découvert des géométries étonnantes. Mais évidemment, une immense question reste ouverte. Quelle est réellement la géométrie de notre propre univers ? Il mesure concrètement certaines propriétés du cosmos observable afin d'estimer sa courbure globale. Les observations modernes, notamment celles du satellite Planck, montrent que l'univers observable paraît extrêmement proche d'une géométrie plate. Mais justement, il faut faire très attention à ce que ça signifie réellement. Autrement dit, nous essayons de déduire la forme totale du cosmos à partir d'une portion extrêmement limitée de celui-ci. Certains modèles suggèrent donc un univers réellement infini et parfaitement plat. Et pour l'instant, les observations ne permettent pas de trancher définitivement entre toutes ces possibilités. Parce qu'on utilise souvent le mot infini dans la vie quotidienne, sans vraiment réfléchir à ce qu'il signifie physiquement. Et ça, notre cerveau a énormément de mal à l'accepter intuitivement. Mais quelque chose de gigantesque finit toujours par avoir une taille précise. Donc imaginer un espace réellement infini dépasse complètement notre intuition normale. En étudiant les fluctuations du CMB avec une précision incroyable, les cosmologistes peuvent estimer la géométrie globale du cosmos observable. Alors attention, il faut bien comprendre ce que signifie plat ici. En cosmologie, un espace plat signifie surtout que sa géométrie globale suit approximativement les règles classiques de la géométrie euclidienne, à très grande échelle. Les grands triangles cosmiques possèdent des propriétés proches de celles qu'on apprend en géométrie classique. Et justement, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et plus les mesures deviennent précises, plus cette possibilité reste sérieusement envisagée. Donc, même si l'espace observable paraît plat, l'univers global pourrait encore posséder une très légère courbure impossible à détecter aujourd'hui. Donc pour l'instant, les cosmologistes ne peuvent pas affirmer avec certitude que l'univers est réellement infini. Donc dès qu'un système devient réellement infini, certaines notions deviennent très compliquées à manipuler. Et ça, les cosmologistes y réfléchissent très sérieusement aujourd'hui. Par exemple, dans un espace infini contenant un nombre infini de galaxies et un nombre fini de configurations possibles de matière à très grande échelle, certaines structures finiraient théoriquement par se répéter quelque part, voire des configurations de matière presque identiques à certaines régions observées ici. Mais le simple fait que ces questions apparaissent sérieusement en cosmologie montre à quel point l'infini change complètement notre manière de penser le réel.
Parce qu'au fond, toutes nos observations restent limitées à l'univers observable. Donc même si l'univers était infini, nous n'aurions accès qu'à une région finie de celui-ci. Et il considère qu'il est peut-être plus raisonnable de parler d'un univers immensément grand, plutôt que véritablement infini. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, les données actuelles continuent de suggérer un cosmos extrêmement vaste, probablement bien plus grand que la région observable actuelle. Mais évidemment, plus les cosmologistes avancent, plus les questions deviennent gigantesques. Quand les cosmologistes ont commencé à étudier l'univers primordial en détail, ils se sont rapidement retrouvés face à plusieurs problèmes extrêmement étranges. C'est pas du tout une question anodine. Peu importe la direction dans laquelle on regarde, la température moyenne du jeune univers est presque exactement la même, parce qu'il existe une limite fondamentale imposée par la vitesse de la lumière. Autrement dit, elles n'auraient jamais dû pouvoir s'accorder entre elles pour devenir aussi similaires. Puis, dans les années 1980, une idée radicale commence progressivement à s'imposer. L'inflation cosmique. L'idée de base est assez simple à énoncer, même si ses conséquences deviennent rapidement fascinantes. En une fraction minuscule de seconde, l'espace lui-même aurait grandi d'une manière presque inimaginable. Certaines régions microscopiques auraient été tirées jusqu'à des tailles cosmologiques gigantesques, en un temps extrêmement court. Avant cette phase d'expansion ultra rapide, les différentes régions du jeune univers observable étaient suffisamment proches pour interagir entre elles. Par exemple, l'inflation explique aussi pourquoi l'univers observable paraît aussi plat à grande échelle. Mais avec une expansion exponentielle gigantesque, les courbures initiales deviennent pratiquement imperceptibles à grande échelle. Et ça, les observations modernes semblent justement le confirmer. Donc même si l'inflation reste un modèle théorique, énormément d'indices observationnels vont dans ce sens. Parce que pendant cette phase inflationnaire, de minuscules fluctuations quantiques auraient été étirées à des échelles gigantesques. Cette idée est complètement folle quand on y pense. Mais évidemment, plus les physiciens développent ces modèles inflationnaires, plus certaines conséquences deviennent fascinantes. Et là, certaines versions de la théorie deviennent encore plus étranges. Pendant qu'une zone particulière cesse d'inflater pour former un univers normal, comme le nôtre, d'autres régions continueraient encore leur expansion exponentielle. Et progressivement, le cosmos deviendrait une sorte de structure gigantesque, produisant continuellement de nouveaux univers locaux. À ce stade, la cosmologie commence vraiment à devenir difficile à distinguer de certaines idées de science-fiction, parce qu'ils émergent naturellement de certaines versions de la physique, des champs et de la cosmologie inflationnaire. Par exemple, nous ne savons toujours pas exactement quel mécanisme physique précis aurait déclenché cette phase inflationnaire. Et surtout, certaines versions les plus extrêmes deviennent extrêmement difficiles à tester expérimentalement. Peut-être tellement vastes que notre propre région observable deviendrait presque insignifiante à l'échelle totale. Quand on entend le mot multivers, honnêtement, beaucoup de gens pensent immédiatement à quelque chose qui révèle davantage de la science-fiction que la physique réelle. Et forcément, avec toutes les séries, les films ou les jeux vidéo qui utilisent cette idée aujourd'hui, le concept finit souvent par paraître presque fantaisiste. Cette idée apparaît progressivement à l'intérieur même de certains modèles cosmologiques, déjà utilisés sérieusement pour décrire notre univers. Quand on entend ce nom pour la première fois, ça ressemble presque à de la science-fiction. Autrement dit, notre univers pourrait fonctionner un peu comme un hologramme cosmique où les informations fondamentales seraient encodées sur certaines frontières géométriques. Mais certaines approches modernes de la gravité quantique suggèrent que l'information fondamentale pourrait fonctionner différemment à très haute énergie, notamment à travers certaines correspondances mathématiques célèbres issues de la théorie des cordes et de la gravité quantique moderne. Nous ne possédons pas aujourd'hui de théorie complète de la gravité quantique, mais malgré ça, une chose devient claire, le problème ne concerne pas seulement les trous noirs. Parce qu'au fond, si l'information possède réellement des limites fondamentales, alors notre vision classique du cosmos change complètement. Il deviendrait aussi un système gouverné par des contraintes profondes liées à l'information physique elle-même. Quand on cherche le bout de l'univers, on imagine souvent une frontière physique. La vraie frontière du cosmos n'est peut-être pas un mur matériel. Parce qu'au fond, tout ce que nous savons de l'univers dépend d'une chose essentielle, l'information qui parvient jusqu'à nous. Tous les outils de l'astronomie reposent finalement sur des signaux physiques capables de voyager à travers le cosmos. Et justement, la relativité moderne impose des limites extrêmement profondes à cette circulation d'informations.
Deux régions suffisamment éloignées peuvent devenir incapables d'échanger la moindre information, mais simplement parce que les lois mêmes de l'espace et du temps empêchent toute communication possible. Au-delà d'une certaine distance, certaines régions s'éloignent tellement rapidement à cause de l'expansion de l'espace que leur lumière ne pourra jamais nous atteindre dans le futur, parce qu'il existe une énorme différence entre ce qui existe réellement et ce que nous pourrons un jour connaître. C'est probablement l'un des changements les plus profonds apportés par la cosmologie moderne. Même avec une technologie parfaite, certaines informations pourraient rester définitivement hors d'atteinte. De la même manière, si certaines régions du multivers existent réellement, elles pourraient rester causalement déconnectées de nous pour toujours. Autrement dit, le cosmos ne possède pas seulement des distances gigantesques. Et plus la physique moderne avance, plus cette idée devient centrale. Le paradoxe de l'information montre justement qu'il existe peut-être des limites profondes concernant la manière dont l'information est stockée, conservée ou accessible dans l'univers. Et progressivement, une idée assez étrange commence à apparaître. Peut-être que l'univers n'est pas uniquement limité par sa géométrie ou par son expansion, mais aussi par des lois fondamentales liées à l'information elle-même. Parce qu'on cesse peu à peu de voir le cosmos comme un simple espace gigantesque rempli d'objets. Et forcément, ça soulève une question presque inévitable. Existe-t-il des choses que nous ne pourrons littéralement jamais savoir? Autrement dit, le bout de l'univers n'est peut-être pas une frontière matérielle qu'on pourrait atteindre un jour avec un vaisseau spatial. Et ce qui rend cette idée encore plus fascinante, c'est que cette frontière n'est pas fixe. Donc même notre capacité à observer l'univers évolue elle aussi dans l'histoire du cosmos. Quand on parle du futur de l'univers, notre intuition nous pousse souvent à imaginer quelque chose de relativement stable. Et pourtant, la cosmologie moderne décrit quelque chose de beaucoup plus étrange. En réalité, tout indique qu'il deviendra progressivement plus sombre, plus froid, et surtout beaucoup plus vide. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la gravitation finirait peut-être par ralentir suffisamment l'expansion de l'univers. Autrement dit, les galaxies lointaines s'éloignent de plus en plus rapidement avec le temps. Même si sa nature exacte reste inconnue, ses conséquences cosmologiques deviennent gigantesques à très grande échelle temporelle. Les galaxies qui ne sont pas gravitationnellement liées à la nôtre s'éloigneront progressivement jusqu'à devenir inaccessibles. Mais au-delà, les autres galaxies finiront progressivement par disparaître derrière l'horizon cosmologique. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe le ciel profond avec des télescopes puissants, on voit des milliards de galaxies réparties dans toutes les directions. Leur rayonnement deviendra progressivement plus faible, plus rouge, puis finalement pratiquement indétectable. Et à très long terme, un observateur situé dans notre galaxie pourrait finir par ne plus voir aucune autre galaxie du tout. Aujourd'hui encore, de nouvelles étoiles naissent dans certaines galaxies grâce aux nuages de gaz interstellaires. Les trous noirs finiront lentement par perdre de l'énergie via le rayonnement de Hawking. C'est précisément ce qui conduit à l'un des scénarios les plus célèbres de la cosmologie moderne, la mort thermique de l'univers. Autrement dit, le cosmos tend lentement vers un état de dilution extrême où presque toute l'énergie utilisable finit dispersée, parce qu'il montre que l'univers observable n'est pas seulement limité dans l'espace. Le cosmos visible aujourd'hui ne représente qu'une phase particulière de son histoire, parce qu'on réalise soudainement que l'univers observable du futur sera très différent du nôtre. Depuis le début de l'histoire humaine, notre vision du cosmos a toujours dépendu des instruments que nous étions capables de construire. Quelques milliers d'étoiles visibles, certaines planètes errantes et une bande lumineuse traversant la nuit, la Voie lactée. Puis les instruments deviennent plus puissants et soudain, la Voie lactée elle-même cesse d'être l'univers entier. Ils permettent de reconstruire l'histoire du cosmos avec une précision de plus en plus impressionnante. Le meilleur exemple récent, évidemment, c'est le télescope James Webb. Son objectif principal consiste justement à observer les premières grandes structures apparues après le Big Bang. Des rayonnements initialement visibles deviennent infrarouges après des milliards d'années d'expansion spatiale. Autrement dit, il agit presque comme une machine permettant d'observer les débuts de l'histoire cosmique, parfois plus organisée que ce que certains modèles attendaient pour une époque aussi ancienne. Ils permettent de tester directement les modèles fondamentaux décrivant l'évolution du cosmos. Aujourd'hui, plusieurs projets gigantesques cherchent à cartographier l'univers avec une précision jamais atteinte auparavant. Pour ça, Euclide observe des milliards de galaxies réparties sur une immense portion du ciel. Nous observons ces effets sur l'expansion accélérée de l'univers, mais nous ne savons toujours pas réellement ce qu'elle est.
Euclide participe justement à cette nouvelle génération de cosmologie observationnelle où l'on ne se contente plus simplement d'observer quelques objets isolés. Et cette idée de cartographie devient aujourd'hui centrale en astrophysique moderne. Mais désormais, les grands relevés cherchent à reconstruire la structure globale de l'univers observable en 3 dimensions. Et plus ces cartes deviennent détaillées, plus elles révèlent quelque chose d'étonnant. Le cosmos possède une structure gigantesque ressemblant presque à une toile. Et justement, pour étudier ces structures avec encore plus de précision, un autre projet gigantesque est en train d'émerger. Le SKA, le Square Kilometer Array. En réalité, il s'agira d'un immense réseau d'antennes réparties sur une très grande distance, principalement en Afrique du Sud et en Australie. Certaines structures invisibles dans le visible apparaissent clairement en ondes radio. Donc plus les instruments progressent, plus notre vision du cosmos change profondément. C'est probablement ça qui rend cette période si passionnante scientifiquement. Quand on parle de l'univers, il existe quelque chose d'assez étrange. On peut apprendre les théories scientifiques et suivre les raisonnements physiques. Mais malgré ça, certaines idées paraissent toujours presque impossibles à visualiser réellement. Parce que notre cerveau n'a absolument pas évolué pour comprendre naturellement l'univers à grande échelle. Nous vivons sur une planète relativement petite, à des vitesses très faibles comparées à celles de la lumière, et dans un monde où les objets possèdent des tailles finies, des frontières visibles, et des comportements globalement stables. Donc forcément, quand la cosmologie moderne commence à parler d'espaces qui se dilatent, d'univers potentiellement infinis ou de régions devenant définitivement inaccessibles, notre intuition commence progressivement à échouer. Quand quelqu'un demande « qu'y a-t-il au bout de l'univers ?», cette question paraît totalement logique intuitivement. S'il existe quelque chose, alors cette chose possède probablement une limite. Mais justement, la cosmologie moderne montre que ces intuitions deviennent très vite insuffisantes. Parce qu'un univers peut exister sans avoir besoin d'un extérieur classique. Et toutes ces idées entrent directement en conflit avec notre manière spontanée de représenter le réel. Parce que toute notre expérience du monde repose sur des objets limités. Donc, quand la cosmologie suggère que l'univers pourrait être infiniment grand, notre intuition cherche immédiatement une contradiction. Et pourtant, plusieurs modèles cosmologiques modernes autorisent précisément ce genre de structure. Même l'idée d'un espace sans extérieur devient extrêmement compliquée pour notre cerveau. Une maison dans une ville, une planète dans l'espace ou une galaxie dans l'univers. Et encore une fois, la relativité générale casse complètement cette intuition. Parce que notre cognition fonctionne énormément par analogie concrète. On comprend le monde en le comparant à des expériences familières. Mais justement, l'univers observable dépasse complètement les situations pour lesquelles notre intuition a été construite biologiquement. Nous n'avons aucune expérience naturelle des milliards d'années-lumière, aucune expérience directe des vitesses relativistes et aucune expérience d'un espace capable de se dilater lui-même. Donc très souvent, notre cerveau tente malgré tout de ramener ces concepts à des images familières. Et c'est précisément là que les paradoxes apparaissent. Par exemple, beaucoup de gens imaginent encore inconsciemment le Big Bang comme une explosion classique se produisant dans un espace vide, préexistant. Parce que cette image paraît intuitive. Mais en réalité, le modèle cosmologique décrit plutôt une expansion de l'espace lui-même. Et cette différence est extrêmement difficile à ressentir mentalement. De la même manière, notre intuition classique échoue complètement face à certaines idées modernes, comme les horizons cosmologiques ou les limites causales. Le simple fait qu'une région de l'univers puisse devenir définitivement inaccessible à cause de l'expansion de l'espace paraît presque absurde, intuitivement. Pourtant, les observations et les équations indiquent précisément ce genre de phénomène. Donc quelque part, le problème du bout de l'univers révèle aussi quelque chose sur nous-mêmes. Il montre les limites naturelles de la cognition humaine face à certaines structures physiques extrêmes. Notre cerveau a évolué pour survivre sur l'espace, pas pour comprendre intuitivement la géométrie globale du cosmos. Et malgré ça, l'être humain a quand même réussi à découvrir des phénomènes complètement invisibles à l'expérience quotidienne. Les galaxies lointaines, le fond diffus cosmologique, les trous noirs, les ondes gravitationnelles ou encore l'expansion accélérée de l'univers ont tous été découverts grâce à des outils mathématiques et expérimentaux dépassant largement notre intuition naturelle. Et c'est probablement ça qui rend la cosmologie aussi fascinante, parce qu'elle montre que la science ne progresse pas simplement en suivant notre instinct. Très souvent, elle avance justement contre lui. Les observations obligent régulièrement les physiciens à accepter des idées profondément contre-intuitives, simplement parce que les données semblent les imposer. Donc, au fond, le fait que l'univers soit difficile à imaginer
n'est pas forcément un problème pour la science. C'est peut-être simplement le signe que le réel dépasse largement les catégories intuitives construites par notre expérience humaine limitée. Quand on parle des limites de l'univers observable, une question revient presque automatiquement. S'il existe des régions situées au-delà de notre horizon cosmologique, à quoi ressembleraient-elles? C'est probablement l'un des sujets les plus fascinants de toute la cosmologie moderne. Parce qu'ici, la science atteint une zone très particulière, une zone où les physiciens essaient d'extrapoler raisonnablement à partir des lois connues, tout en restant conscients qu'une partie du réel restera peut-être inaccessible à l'observation directe. Et c'est important de le préciser tout de suite. On ne parle pas ici de science-fiction. La plupart des cosmologistes ne pensent pas forcément à des univers remplis de créatures étranges ou de réalités fantastiques cachées derrière le ciel observable. Leur raisonnement est beaucoup plus sobre physiquement. Si l'univers observable ne représente qu'une petite portion du cosmos total, alors il est tout à fait plausible que d'autres régions situées au-delà de notre horizon ressemblent énormément à la nôtre. Après tout, les observations actuelles montrent que l'univers paraît remarquablement homogène à grande échelle. Les mêmes lois physiques semblent fonctionner partout où nous regardons. Les galaxies se répartissent suivant des structures similaires dans toutes les directions observables. Le fond diffus cosmologique possède lui aussi une homogénéité impressionnante. Donc l'hypothèse la plus simple reste souvent que le cosmos continue globalement de manière comparable, au-delà de ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Autrement dit, il pourrait exister ailleurs d'immenses régions contenant elles aussi des galaxies, des étoiles, des planètes et probablement des structures similaires à celles observées dans notre portion visible de l'univers. Et rien que cette idée est déjà fascinante, parce qu'on parle potentiellement d'un espace immensément plus vaste que les centaines de milliards de galaxies déjà présentes dans l'univers observable. Mais évidemment, les choses deviennent plus compliquées quand on pousse un peu plus loin les modèles cosmologiques modernes, parce que certaines théories suggèrent que le cosmos pourrait ne pas être parfaitement uniforme, partout à des échelles gigantesques. Il pourrait exister des structures que nous ne soupçonnons même pas encore, des régions possédant des densités différentes, des zones issues de conditions initiales légèrement distinctes, ou peut-être des configurations globales impossibles à détecter depuis notre position limitée dans l'espace-temps. Et ça, ce n'est pas nécessairement de la spéculation extravagante, c'est surtout une conséquence du fait que notre accès au réel reste profondément limité par l'horizon cosmologique. Nous essayons de comprendre la totalité du cosmos à partir d'une région finie observée depuis un point précis de l'univers. Donc forcément, certaines propriétés globales pourraient nous échapper complètement. Un peu comme si quelqu'un essayait de deviner la forme entière d'une planète en observant uniquement quelques kilomètres autour de lui. Mais il existe une autre possibilité encore plus troublante. Certaines versions modernes de l'inflation cosmique ou certaines théories liées au multivers suggèrent que des régions extrêmement éloignées pourraient posséder des propriétés physiques légèrement différentes des nôtres. Et encore une fois, il faut rester prudent ici. On ne parle pas forcément de lois physiques totalement absurdes ou de réalité magique, mais certaines constantes fondamentales pourraient théoriquement varier d'une région à l'autre dans certains modèles. La structure des particules, l'intensité de certaines forces fondamentales, les propriétés du vide quantique, et de petites différences suffiraient parfois à produire des univers radicalement différents du nôtre sur le plan cosmique. Par exemple, certaines régions pourraient ne jamais former de galaxies stables. D'autres pourraient empêcher la chimie complexe nécessaire à l'apparition des étoiles ou des planètes. Et évidemment, aujourd'hui, nous ne savons pas si ce genre de scénario correspond réellement à notre cosmos. Parce qu'encore une fois, le problème fondamental reste le même. Les régions potentielles se trouvent probablement au-delà de toute possibilité d'observation directe actuelle. Donc, la cosmologie moderne avance ici avec énormément de prudence. Certaines hypothèses restent physiquement plausibles parce qu'elles émergent naturellement de modèles mathématiques sérieux. Mais plausibilité théorique ne signifie pas confirmation expérimentale. Et cette distinction devient essentielle quand on parle de limites du cosmos. Parce qu'à partir d'un certain point, la frontière entre science testable et extrapolation raisonnable devient beaucoup plus fragile. Et malgré toutes ces incertitudes, une idée paraît aujourd'hui est très probable. L'univers réel dépasse largement ce que nous pouvons observer directement. Et quelque part, c'est déjà suffisant pour bouleverser complètement notre intuition. Parce que spontanément, nous avons tendance à penser que le réel correspond à ce que nous pouvons voir. Or, la cosmologie moderne montre précisément l'inverse. Le visible ne représente probablement qu'une petite fraction du cosmos total. Et plus les observations progressent, plus cette idée devient difficile à éviter. L'univers observable ressemble alors moins à l'univers entier qu'à une fenêtre limitée
ouverte sur une réalité beaucoup plus vaste. Et ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que cette frontière n'est pas une barrière matérielle. Il n'existe probablement aucun mur géant marquant la fin du cosmos observable. Aucune ligne physique séparant brutalement notre univers d'autre chose. La limite vient surtout de la lumière, du temps et des contraintes causales imposées par l'expansion cosmique. Autrement dit, le problème du bout de l'univers commence progressivement à changer complètement de sens. Parce qu'au fond, cette question ne parle peut-être pas réellement d'un lieu situé quelque part dans l'espace. Elle parle surtout des limites profondes entre ce qui peut être observé et ce qui restera peut-être toujours au-delà de notre horizon de connaissance. Depuis le début de cette exploration, une idée revient constamment. Chaque fois que l'humanité pense avoir atteint une limite du cosmos, cette limite finit par reculer. Pendant des siècles, on croyait que la Terre occupait le centre de l'univers. Puis on découvre que notre planète tourne autour du Soleil, ensuite que le Soleil n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards d'autres dans la Voie lactée. Puis notre galaxie, elle-même, n'est qu'une structure parmi des milliards d'autres. Et aujourd'hui encore, la cosmologie moderne continue d'élargir cette perspective à des échelles presque impossibles à imaginer. Plus les instruments deviennent puissants, plus l'univers observable paraît vaste. Plus les modèles progressent, plus les frontières deviennent floues. Et surtout, rien dans les observations actuelles ne suggère clairement l'existence d'un véritable bord physique du cosmos. Nous ne voyons aucun mur cosmique, aucune fin brutale de l'espace, aucune frontière matérielle marquant un extérieur de l'univers. Au contraire, tout semble indiquer que l'espace continue bien au-delà de la région observable actuelle. Et cette région observable est déjà gigantesque. Des centaines de milliards de galaxies réparties sur des dizaines de milliards d'années-lumière. Des structures cosmiques immenses, reliées par des filaments de matière. Des zones du cosmos dont la lumière voyage depuis presque l'origine de l'univers observable, pour nous atteindre aujourd'hui. Et malgré ça, cette portion visible pourrait ne représenter qu'une toute petite partie du cosmos total. C'est probablement ça qui change le plus profondément notre vision du réel. La cosmologie moderne nous oblige progressivement à accepter que ce que nous voyons n'est peut-être qu'un fragment extrêmement limité d'une réalité beaucoup plus vaste. Et surtout, elle montre que certaines limites ne viennent pas seulement de notre technologie, elles viennent directement de la structure même de l'univers. Vitesse de la lumière, expansion cosmique, horizons causaux. Toutes ces propriétés imposent des frontières fondamentales à ce qu'un observateur peut réellement connaître. Donc la question du bout de l'univers finit presque par se transformer complètement. Au départ, elle semble parler d'un lieu, d'un endroit précis qu'on pourrait atteindre un jour. Mais plus la cosmologie progresse, plus cette idée devient trompeuse. Parce qu'il n'existe peut-être aucun bord au sens classique. Pas de mur final, pas de frontière physique où l'espace s'arrêterait brutalement. Et si c'est réellement le cas, alors la chose la plus fascinante n'est peut-être pas ce qu'il y aurait au-delà de l'univers observable, c'est peut-être le fait qu'une immense partie du cosmos restera probablement inaccessible pour toujours. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction sur votre commande Oli grâce au code Zebrolos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir cette chaîne de vulgarisation scientifique d'astronomie. Sur ce, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. C'était Zebrolos.